Bienvenue dans Congoscopie, le podcast politique et citoyen. Un nouveau concept, le même invité, entrepreneur, essayiste, un peu de vin, pour aborder tous les sujets de la vie congolaise sous un regard jeune. Pour ceux qui nous ont suivis durant la période préélectorale, nous reproduisons sur un nouveau concept la saison 1 en attendant la saison 2, qui sera diffusée cette rentrée. Bonjour Jacob Bungissat. Bonjour. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour cet épisode 3 de notre podcast. Question de bilan, Jacob Bungissat. Tradition oblige. Okay. Où en est le Congo aujourd'hui à l'entame de 2026 ? Quels souvenirs forts vous en marquez ? Alors, j'éviterai de parler des souvenirs personnels. Je préfère parler effectivement du Congo. C'est une question difficile. Cette année, donc 2026, ça sera 66 ans en tout. Ça fera 66 ans que le pays est indépendant. Donc la manœuvre est périlleuse. Donc j'essaierai effectivement en quelques dates, en quelques références de rappeler quelques éléments marquants. On ne pouvait pas mieux vous servir. J'entends. Absolument. Et à ce sujet, justement, le professeur Zachary Boao, dans un autre contexte, à une autre époque, parlait du retour vers le passé. Donc je vais lui emprunter la formule pour essayer justement quelques dates de retracer quelques éléments de bilan en ce début d'année. Allez-y. Alors, le Congo a connu une série de crises pluriannuelles qui expliquent pour partie, de mon point de vue, l'état de léthargie profonde caractéristique de ces 65-66 dernières années. Mais en même temps, on pourrait presque dire paradoxalement, sur la même période, le pays s'est considérablement enrichi. Nous sommes passés de quasiment 64 ans, 65 ans d'indépendance, d'un PIB de 130 millions de dollars pour à peu près 1 million d'habitants sous la présidence Yulu en 1960, pour aujourd'hui, en tout cas 14,2 milliards de dollars à peu près sous la présidence Sassou sur la période 2023-2024. Donc c'est dire à quel point effectivement il y a vraiment lieu de s'interroger sur la trajectoire qu'a pris le pays. Comment expliquez-vous ce paradoxe ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a un paradoxe. Il y a comme un déterminisme tragique presque qui fait que le bilan soit négatif. Parce qu'effectivement, il y a une population relativement faible, 4,5 millions d'habitants, avec un PIB de 14,2 milliards de dollars, mais en même temps des populations qui sont structurellement pauvres. Et donc c'est ce que je vais essayer en quelques dates d'expliquer, si j'ose dire. Allez-y. Alors, 1960, parce que c'est de là que tout part sur la période récente de notre histoire, c'est la consécration de l'indépendance de notre pays, avec ses remous internes en termes de démarcation idéologique et politique des dépositaires de ce processus. Donc d'un côté Fulbert Yulu, leader de l'UDDIA, affilié au Rassemblement des démocrates africains, donc RDA incarné par Houphouët-Boigny, et de l'autre côté Opango Jacques, leader du MSA affilié à la SFIO. Et donc ces démarcations vont cristalliser les fractures politiques du pays sous forme bien entendu de divisions ethniques pour aller vite, entre une approche socialiste et protectionniste incarnée par Opango Jacques et une ligne libérale relativement proche effectivement du monde anglo-saxon et donc anglo-américain, porté par Yulu, l'abbé Fulbert Yulu. Donc ce sont pour moi ces premières démarcations idéologiques. Si on ne les comprend pas, on ne comprend pas par la suite ce qui arrive. Et qu'est-ce qui arrive ? Alors ensuite, 1963 débutera la marche du Congo vers le marxisme d'abord intellectuel, avec le socialisme bontou du président Alphonse Massamba Deba. 1965, organisation des premiers Jeux africains, donc c'est l'entrée du Congo sur la scène sportive internationale. Faut dire qu'on était précoce. 1972, irruption du marxisme insurrectionnel cette fois-ci, qui consacrera l'arrivée du commandant
Marien Gouabi au pouvoir. Et ces deux phases sont très importantes, effectivement, aussi à mettre en perspective. Donc, on est parti d'un système plutôt socialiste, plutôt intellectuel, à une lutte plutôt militaire, et donc un marxisme insurrectionnel, avec donc, bien entendu, le renversement du président Déba. Donc, 1980, on sort de la période effectivement des démarcations, des luttes idéologiques, politiques internes, et on commence à prendre de plein fouet effectivement les chocs et la transformation structurelle du monde. Tout à fait. Donc 1980, c'est le consensus de Washington. Donc au début des années 80, avec l'irruption de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international dans la gestion macroéconomique des États, l'Afrique et donc le Congo entrent dans un nouveau cycle dit de désinflation compétitive, décidé par le consensus de Washington, qui est un corpus de mesures libérales édicté par John Williamson. L'inspirateur des 10 commandements. L'inspirateur des 10 commandements, effectivement, du néolibéralisme, résumé par le triptyque stabilisation, libéralisation, privatisation. Donc, concernant les moyens de relancer les économies des pays pauvres et surendettés. Donc, ce consensus de Washington se traduira pour le Congo et les autres pays africains dans les fondamentaux macroéconomiques qui étaient mal orientés par la mise en œuvre de l'ajustement dit réel. Donc, compression de la fonction publique, baisse des salaires, les processus de libéralisation et de privatisation. Donc, c'est une potion amère, donc particulièrement douloureuse, notamment pour le monde du travail. Et c'est d'ailleurs ce qui entraînera beaucoup plus tard, justement, 1990, la conférence nationale. C'est de là que part le mécontentement, en fait. Et donc, on arrive en 90, c'est la conférence nationale souveraine, donc ouverture du Congo à la démocratie, et que la chute du mur de Berlin, donc au 10 novembre 1989, et le discours de la Baule du président Mitterrand, finiront par enclencher sous la pression d'un mouvement de liberté qui de toute façon avait déjà commencé à souffler sur le continent et sur le Congo, donc avec des mouvements syndicaux qui étaient puissants, organisés, des mouvements de femmes aussi, etc. Ce qui a enchaîné une série de crises politiques et économiques. Une série de crises politiques et surtout et économiques, bien entendu, parce que voilà, le pays est extrêmement affaibli sur le plan de ses équilibres macroéconomiques. Donc, 92, arrivée au pouvoir du président Pascal Lissouba. 1994, c'est la période de la dévaluation. Donc, les économistes du FMI et de la Banque mondiale vont constater que les balances de paiement, et notamment les balances commerciales de nos pays, restaient structurellement déficitaires. Ils vont donc décider d'un ajustement monétaire, donc en plus de celui qu'on avait déjà subi, c'est-à-dire de l'ajustement réel, car l'ajustement réel, à leurs yeux, ne suffisait pas. Donc, l'élément donc déclencheur de cette dévaluation sera donc l'insoutenabilité du taux de change, donc à l'époque entre le CFA et le franc français. Et donc, voilà ce qui va aboutir véritablement à une déstabilisation profonde de nos équilibres, par ailleurs, macroéconomique, institutionnel, dans notre tissu entrepreneurial, notre tissu industriel et entrepreneurial qui était relativement fragile. Et ces processus vont accélérer justement cette détérioration. Donc 97, par la suite, c'est la guerre. Le 5 juin 1997. 5 juin 1997. Tout à fait. Voilà, c'est donc la guerre civile, comme on l'a appelé. Donc pour une économie qui sortait d'une longue période d'ajustement structurel, ces événements vont venir porter le coup de grâce à la marche du Congo vers son essor, sur fond d'ingérence politique, des puissances étrangères, donc la France, l'Angola, etc. etc. Et il y a une réplique de cette guerre de 97 en 98, avec l'insurrection dans le Pool, avec ses conséquences sur une économie qui était déjà exsangue. Donc, avec en prime justement la résurgence des conflits ethniques. Donc, il y a jusque-là effectivement un déterminisme tragique qui suit effectivement le pays et ses acteurs politiques qui sont
essentiel dans ce qui arrive aussi, pour dire les choses tout à fait clairement. Donc 1999 par la suite, c'est le processus de paix. Il y a comme un éveil, une prise de responsabilité, une prise de conscience, une volonté d'apaiser les esprits, ce qui est une très bonne mesure. Donc c'est donc le dialogue national sans exclusive en vue d'une paix durable et du retour de la démocratie en République du Congo sous la médiation du président Bongo d'ailleurs, président gabonais. Donc ça, c'était pour les 30 premières années du bilan. Donc démarcation idéologique avec justement des crises que nous avons évoquées, les violences ethniques, etc. Donc c'était pour les 30 premières années justement du bilan. Enfin! Et de 2000, disons, à 2025, que se passe-t-il? Alors, de la période 2000 à 2025, c'est la période donc la plus récente et donc la plus proche, si j'ose dire. Nous avons d'autres crises exogènes et endogènes. Donc, il y a la crise des subprimes. Là, sur la de plus, je prends des dates importantes qui ont une incidence et une influence sur notre pays. Il y a la crise des subprimes, 2008. Il y a la chute des matières premières, 2014. Il y a la crise de l'endettement structurel auprès des bailleurs souverains et non souverains, c'est-à-dire Glencore, Trafigura, etc., avec justement ce que nous connaissons aujourd'hui en termes d'endettement, c'est-à-dire plus de 8 000 milliards de francs CFA. Et enfin, cette crise du surendettement va entraîner, ou en tout cas, est liée aussi à une crise de la gouvernance des deniers publics. Donc, il est vrai que la situation est très difficile et le bilan négatif, conséquence, bien entendu, d'une part de ces années d'instabilité, mais bien entendu des choix inopérants aussi qui ont été effectués par les dirigeants. Est-ce que ces années d'instabilité, vraiment, suffisent à justifier ce retard qu'a connu le Congo? Donc oui, parce que la paix et la stabilité sont indispensables. Je pense qu'il est difficile d'envisager le développement sans stabilité et sans paix. Pour ne serait-ce que prendre l'exemple de l'Union européenne, la paix et la stabilité ont permis à l'Europe de se faire et ensuite de développer son commerce avec ce qu'on appelait les dividendes de la paix. Donc sans la paix, sans la stabilité, l'Europe n'aurait pas pu construire un marché, n'aurait pas pu se développer. Donc c'est indispensable effectivement qu'il y ait la paix. Mais en même temps, je dis non parce qu'il y a la part de responsabilité des gouvernants. Donc les choix inopérants auxquels je faisais allusion et notamment les choix de gouvernance. Et les économistes disent qu'il faut 100 ans pour devenir un pays développé. Au XXIe siècle, il y a deux exceptions que sont donc Israël et la Corée du Sud. Le premier, c'est-à-dire Israël, est un pays ô combien instable, avec justement le conflit israélo-palestinien qui dure depuis au moins 1948, c'est-à-dire avec la fondation de l'État d'Israël. Donc c'est dire que oui, on peut avoir de l'instabilité, mais si en termes de choix, nous faisons des choix de gouvernance et des choix de gouvernance qui transforment durablement notre pays, dans un contexte de stabilité, nous pouvons malgré tout effectivement nous développer. Et donc aujourd'hui on peut constater par exemple qu'Israël est un pays ô combien instable, mais ses choix de gouvernance, en tout cas les choix de gouvernance de ses dirigeants, lui ont assuré un développement fulgurant et notamment en matière technologique, scientifique, etc. Merci Jacob Bungisa pour toutes ces réponses et à la semaine prochaine. Au revoir.